Les titres, Pérez de Cuéllar cet après-midi à Bagdad, mission impossible pour le secrétaire général de l'ONU. La Lituanie sous contrôle, les militaires soviétiques sont encore intervenus à Vilnius cette nuit. Le Paris-Dakar neutralisé après la mort dans une embuscade d'un pilote de camion. Et puis la météo, temps plus frais, des éclaircies dans l'ouest, pluies et perturbations sur les reliefs. Sophie Davant, 13h20. Bonjour, la paix du monde sur les épaules d'un homme. C'est un peu le résumé de la situation dans la crise du Golfe ce matin. Javier Pérez de Cuéllar, le secrétaire général de l'ONU, arrive à Bagdad dans une heure. Il va tenter de convaincre une dernière fois Saddam Hussein de céder devant l'ultimatum du 15 janvier. Monsieur de Cuéllar, depuis 2 jours, multiplie les rencontres avec les dirigeants du monde entier. Hier soir et ce matin, il était en Jordanie. Il a rencontré longuement le roi Hussein. Françoise Joly, Pascal Stelletta, à Amman. Le secrétaire général des Nations Unies, Xavier Pérez de Cuéllar, arrivé hier soir à Amman, rencontre en ce moment même pour la 2e fois le roi Hussein de Jordanie. Il avait déjà eu, dès son arrivée, un premier entretien avec le souverain hachémite. Pérez de Cuéllar, celui que l'on présente comme l'émissaire de la dernière chance, a rappelé à Amman qu'il n'était porteur d'aucune nouvelle proposition, qu'aucun plan spécifique n'avait été élaboré ces dernières 24 heures. Sur ces entretiens avec le roi Hussein, pour l'instant rien n'a filtré, les 2 hommes se sont contentés de faire savoir qu'ils échangeaient leur point de vue sur les solutions à apporter à cette crise et que leur principale préoccupation était bien sûr de trouver une solution politique à la crise du Golfe. Pérez de Cuéllar, hier soir à Amman, s'est déclaré confiant. Le ministre des Affaires étrangères jordanien a lui affirmé qu'à l'issue de cette visite à Bagdad du secrétaire général des Nations Unies, il espérait une nouvelle rencontre américano-irakienne. C'est cet après-midi à 15h que Xavier Pérez de Cuéllar quittera Amman pour Bagdad. Autre temps fort de la journée, la décision des parlementaires américains. Elle sera connue ce soir à Washington. Le Congrès américain s'apprête à voter pour donner le feu vert ou non à George Bush pour qu'il engage les hostilités après le 15 janvier. On dit que Bush obtiendrait une faible majorité. Discussion serrée hier soir. Stéphane Magnier. Le Congrès ne veut pas la guerre. S'il vote pour autoriser le président Bush à utiliser la force, c'est surtout pour persuader Saddam Hussein du sérieux des menaces américaines. C'est ainsi qu'on peut résumer l'argument qui devrait donner une très faible majorité ce soir à George Bush. Car jusqu'à la dernière minute, les débats, c'est le moins que l'on puisse dire, auront été très animés. Le sénateur Sam Nunn, pourtant l'un des orateurs pacifistes, a été par exemple interrompu pendant de longues minutes par des manifestants criant « pas de guerre pour du pétrole ». Manifestants emmenés quelques minutes plus tard manu militari, rejoindre les quelques dizaines de pacifistes qui tournent désormais quasi en permanence autour de la Maison Blanche. Certains préfèrent en rester pour l'instant à une stricte application de l'embargo, mais tous sont d'accord pour sanctionner sévèrement l'Irak. Les sénateurs américains devraient donc prendre cette décision à vous tordre l'âme, comme l'a surnommé l'un d'entre eux. Un des rares derniers obstacles avant la guerre sera alors franchi, sans doute ce soir. La Belgique vient de décider à son tour de participer à des opérations de soutien en cas de conflit. Et pendant ce temps-là, les derniers diplomates américains ont quitté Bagdad ce matin. Dernières informations du Golfe. Nicolas Vinclair. À 3 jours de l'expiration de l'ultimatum, le ton côté américain est plus que jamais à la fermeté. Hier, devant ses troupes en Arabie Saoudite, le secrétaire d'État américain James Baker a adressé à Saddam Hussein un message clair. Mardi, à minuit, a-t-il dit, nous franchirons le Rubicon. Devant des responsables koweïtiens en exil, James Baker a rappelé que tous les efforts qui pourraient être faits pour reculer ou ajourner l'échéance fatidique seraient vains. En début de soirée, James Baker a quitté l'Arabie Saoudite pour l'Égypte. Il doit rencontrer aujourd'hui le président égyptien Hosni Moubarak. Il s'entretiendra avec lui des derniers développements de la crise du Golfe. À Bagdad, signe que la tension monte, les 6 derniers diplomates américains encore présents dans la capitale irakienne sont partis ce matin pour Francfort à bord d'un Boeing 727 d'Iraqi Airways. Avec eux se trouve également une quarantaine de diplomates occidentaux. Officiellement, il s'agit du dernier vol vers l'Occident. D'après Vice News, une agence de presse internationale, l'espace aérien irakien serait d'ailleurs fermé depuis midi, heure de Bagdad. Yasser Arafat, le chef de l'OLP, est arrivé ce matin, lui aussi à Bagdad. Il doit s'entretenir avec les dirigeants irakiens, Saddam Hussein, mais peut-être aussi avec certaines personnalités étrangères. On pense bien sûr à M. de Cuéllar. Chez les Palestiniens, dans les territoires occupés par Israël, la tension est extrême. Aubry Edler, Yann Jiquel, reportage.
C'est dans une atmosphère de veillée d'armes que les jeunes Palestiniens de Choufat ont célébré l'anniversaire de la création du Fatah, la principale organisation de l'OLP. De nuit, c'est rare, au cri de « Nous sommes tous les enfants du Fatah », les militants de l'organisation palestinienne ont traversé tout ce camp de réfugiés proche de Jérusalem. Sur les banderoles apparaissent toujours les photos de Yasser Arafat et d'Abou Jihad, le numéro 2 de l'OLP, assassiné en 1988 à Tunis. Mais dorénavant s'y retrouvent de plus en plus souvent drapeaux palestiniens et irakiens. Car ces jeunes, comme beaucoup de ceux des territoires occupés, ne cachent plus, après 3 années d'intifada, leur espoir de voir évoluer leur sort grâce à la crise du Golfe. Nous sommes résolument d'accord avec Saddam Hussein. Il est le seul à être compris dans tout le monde arabe. Bien sûr, nous sommes contre l'occupation du Koweït, mais seul Saddam Hussein permettra la libération de la Palestine. Et comme pour mieux prouver encore leur détermination, l'un d'entre eux accepte de nous montrer, c'est inhabituel, le revolver qu'il porte à la ceinture. Moins d'excitation, mais plus d'inquiétude de voir venir la guerre dans les rues de Ramallah. Ici, comme dans tous les territoires occupés, aucun masque à gaz n'a été distribué par les autorités israéliennes. Alors on s'organise au mieux. Les familles font des stocks, prévoyant également quelques médicaments particuliers en cas d'attaque chimique. J'ai peur de la guerre et en même temps je la souhaite. De toute façon, j'ai tout ce qu'il faut. Des provisions, de l'eau, j'ai même acheté des médicaments contre les gaz. Nous espérons la guerre parce que Saddam va gagner et libérer la Palestine. Nous sommes prêts. D'ailleurs, les gens ont acheté 2 fois plus de nourriture pour tenir le coup. Je suis sûr qu'il va y avoir la guerre, mais nous sommes prêts à l'affronter. Moi, j'ai acheté beaucoup de nourriture et des conserves aussi. Signe plus symbolique encore de la peur qui gagne peu à peu désormais la population palestinienne. Hier, dans son prône de vendredi, le grand moufti de Jérusalem a appelé Saddam Hussein à épargner les centaines de milliers de musulmans qui vivent en Israël. 2 manifestations pacifistes cet après-midi à Paris en début d'après-midi, au départ de la Bastille pour les organisations de gauche et d'extrême gauche, au départ de la Madeleine pour les écologistes et quelques autres. Manifestations aussi dans beaucoup de villes de province. Dès hier soir, les pacifistes organisaient des manifestations comme celle-ci. C'était à Strasbourg. Débats, informations, concerts rock dans une salle du centre-ville. Autre initiative de 3 organisations qui n'appellent pas à la manifestation mais qui écrivent une lettre au président Mitterrand. Bernard Lebrun. À crise exceptionnelle, association exceptionnelle. Pour la première fois, SOS Racisme, Amnesty International et la Ligue des droits de l'homme signent un appel commun contre la guerre adressé au président de la République. Je cite, « L'échéance du 15 janvier ne justifie pas le déclenchement des hostilités alors que l'embargo n'a pu produire tous ses effets. » Cet appel au président de la République n'est-il pas trop tardif ? Non, je crois qu'avant et après le 15 janvier, toutes les initiatives qui permettent de sauver la paix doivent être entreprises. D'abord parce que la guerre sera un remède pire que le mal. Le président de la République, si Pérez de Cuellar échoue, peut encore tenter une démarche et nous lui demandons instamment de le faire avant ou après le 15 janvier. Il faut rappeler qu'Amnesty International ne prend absolument pas position en cas de conflit armé ni en cas de conflit de territoire. C'est la simple demande ou le simple constat que c'est de la responsabilité de la communauté internationale de faire en sorte que les États puissent respecter tous les textes et traités internationaux en matière de droits de l'homme. Pour autant, ces 3 organisations n'ont pas appelé leurs adhérents à se joindre cet après-midi aux manifestations pour la paix. Voilà, et puis pour être complet sur ce chapitre de la crise du Golfe, il faut encore noter cet appel de Jean-Paul II. Le pape recevait les ambassadeurs auprès du Saint-Siège. Le pape a dit « La paix est encore possible, la guerre serait le déclin de l'humanité tout entière ». Et le souverain pontife a précisé qu'il avait envoyé un message au secrétaire général de l'ONU, Javier Pérez de Cuellar. Et Jean-Paul II a ajouté « La paix obtenue par les armes ne pourrait que préparer de nouvelles violences ». L'autre temps fort de l'actualité ce matin, c'est la Lituanie encore. La nuit dernière, les militaires soviétiques ont investi 2 nouveaux bâtiments à Vilnius. Mikhail Gorbatchev est donc décidé à passer à l'offensive et veut faire régner l'ordre dans ce pays balte. Le président Landsbergis, le président lituanien, exhorte la population à résister autour du Parlement. Frédéric Crotta.